C'est bon, professeur. D'accord. Et donc, bonjour à tous. Comme j'ai dit, désolé encore pour euh, pour ce retard avec lequel on commence. Bon, on va donc aller en continuant ce qu'on avait commencé depuis le mardi dernier, surtout avec les impacts. Et puis, on va entamer un peu tout ce qui est comme la stratégie d'adaptation. On en a déjà parlé, hein, plus ou moins, comment on élabore une stratégie à partir donc, de l'étude donc, de vulnérabilité. C'est cette étude de vulnérabilité qui nous permet en fait de pouvoir élaborer la stratégie et son plan donc, d'action pour pouvoir résoudre le problème d'adaptation et de résilience des communautés et puis de l'environnement. Donc, on a vu donc les impacts, on a vu donc plusieurs impacts, notamment au niveau donc je reviens en arrière un peu, juste pour faire un peu un rappel. Donc, on a vu l'augmentation du niveau de la mer et on a vu ce qui est vraiment responsable de cette augmentation. On avait dit qu'il y avait deux effets, deux facteurs. Il y avait donc la fonte des glaces continentales, hein, pas la glace, en fait, la banquise, hein, la glace, c'est-à-dire que la glace, déjà dans l'eau, même si la glace fond, parce qu'il y a un réchauffement donc, de l'eau, cette glace-là, en fait, ne fait que occuper le volume de la glace, en fait. Donc, l'eau qui sort ne fait qu'occuper le volume donc, de la glace. Donc, il n'y a pas donc, d'augmentation donc, du niveau donc, de l'océan. Mais ce qui fait l'augmentation, c'est la glace en fait qui sur le continent. Donc quand une glace est sur un objet, un caillou par exemple, comme c'est ce qui est donc là par exemple l'image donc la première image donc de gauche avec ce qui est en bas. Quand une glace est sur un caillou par exemple et que cette glace en fait fond, vous voyez que la glace n'occupe pas en fait d'espace dans l'eau. Quand elle fond, on va donc, n'est-ce pas, chercher donc à remplir, à occuper son espace. Parce qu'auparavant, cette glace-là n'était pas dans l'eau. Donc, quand elle fond, elle va donc occuper donc l'espace. Contrairement à la banquise, comme il a dit, étant déjà dans l'eau, quand elle fond, donc il n'y a pas donc d'augmentation puisque c'est le même volume hein, que l'autre type. Donc, ensuite, il y a ce qu'on appelle l'expansion thermique. Et j'ai pris l'exemple, par exemple, de ici. Quand on a l'expansion thermique, en fait, qu'on appelle souvent dilatation thermique, c'est que l'eau, quand elle est chaude, va donc, les molécules ont tendance, en fait, à se détacher, donc à comme ça, solidariser et à vouloir donc aller dans tous les sens. C'est ce qui fait que quand on met, par exemple, l'eau à bouillir, vous voyez que l'eau a tendance à sauter, à sortir donc de la marmite. C'est ce qu'on appelle dilatation thermique, parce que les molécules sautent dans tous les sens et ont tendance donc à prendre du volume. Donc, euh, c'est ce processus-là, en fait, qui, n'est-ce pas, augmente le volume donc, des océans, associé à la fonte donc, des glaces continentales et qui augmente donc le niveau donc, de la mer. Excusez. On avait donc, il y avait un d'entre vous qui avait posé la question de savoir, entre nous qui sommes au sud et qui sommes touchés beaucoup par disons, on parle donc de l'équateur, donc on a plus les rayons donc, soleil qui nous touchent. Et ceux qui sont un peu en hauteur, au niveau donc des zones tempérées, qu'est-ce qui prime en fait en tant que, disons, si on veut prendre donc les deux types donc, de processus? Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous qui sommes proches en fait, de l'équateur, on est plus touchés par la dilatation thermique à cause du réchauffement de l'eau. Et ceux qui sont en haut, certaines périodes, par exemple, seront à la fois touchés par la dilatation thermique et le refroidissement, si vous voulez, donc par la fonte donc, des glaces continentales. Et par exemple, quand on a en hiver et que donc le printemps arrive ou l'été arrive, vous voyez que cette glace fond et quand elle fond, elle fait déborder en fait les rivières.
Voilà, souvent, donc, vous voyez donc, dans les journaux télévisés et autres, là, vous voyez que les rivières ont débordé, ont détruit donc, les villages. C'est dû en fait à ces fonds donc, de ces glaces-là qui après donc, après l'hiver. Et puis ensuite, on a vu en tout ce qui est comme phénomène météorologique extrême, hein, c'est vrai que le niveau, les changements climatiques, en fait, vont augmenter le niveau de la mer, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il y a les risques d'inondation, qui aussi donc vont seront donc générer donc par effectivement une augmentation donc de l'apparition des événements, notamment tout ce qui concerne les risques. Si vous voyez un exemple ici, avant le changement climatique et après le changement climatique, vous voyez que les épisodes en fait deviennent de plus en plus nombreuses, pardon, et ce qui fait que on n'est plus donc dans une situation normale dans laquelle on a peut-être une ou deux situations, deux événements. Maintenant, on a à plusieurs événements avec cependant des événements donc des fortes amplitudes. On a la température donc de l'océan, on en a parlé. Cette température de l'océan, au fur et à mesure donc se réchauffe. Elle se réchauffe souvent même. Souvent on dit que c'est vrai que l'eau de l'océan se réchauffe un peu plus lentement que la Terre, parce que la Terre se réchauffe un peu plus que l'océan. Mais l'océan, lorsque donc elle se réchauffe, lorsqu'elle reçoit l'énergie, elle garde 20 fois l'énergie. Voilà, elle emmagasine l'énergie 20 fois. Vous voyez que voilà, c'est quelque chose donc d'extraordinaire parce qu'elle elle n'emmagasine pas, elle ne se réchauffe pas plus vite, mais quand elle se réchauffe, elle garde plus en fait l'énergie, elle garde l'énergie 20 fois plus que la Terre. Donc du coup, elle libère doucement cette énergie-là pour pouvoir en fait refroidir, si vous voulez, les zones. Par exemple, nous qui sommes dans les zones tempérées, quand on reçoit la chaleur, par exemple, nos eaux sont chaudes à cause de l'équateur. Et dans les zones qui sont dans les zones tempérées, par exemple, pour vraiment ne pas trop sentir la fraîcheur, ce qui va se passer, c'est que les eaux froides de chez nous vont donc descendre donc en profondeur, vont plonger et puis aller tendre vers les eaux qui sont moins froides au fur et à mesure. Donc, vont aller donc réchauffer un peu les zones qui sont encore plus froides et au fur et à mesure, les zones qui sont plus froides donc, vont revenir vers nous qui avons donc les zones plus chaudes pour pouvoir un peu atténuer donc cette chaleur au fur et à mesure. Donc, c'est ce rôle-là que joue. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que l'océan devient de plus en plus chaud. Et ce qui fait que les pays qui sont les pays tempérés reçoivent aussi plus la chaleur. Parce que si vous constatez, en hiver, ils ont une température qui monte jusqu'à quelquefois 40 degrés. Et en été, une température jusqu'à 40 degrés. Et en hiver, ils ont une température qui descend jusqu'à moins 40 degrés. Souvent, moins 50 degrés. Vous voyez que c'est vraiment l'extrême, quoi. L'extrême. Donc, ce qui montre qu'effectivement, il y a eu un dérèglement quelque part et qui fait que nous sommes dans cette situation-là. Toujours la même chose. Ça, c'est vraiment les cartes qui nous mènent de voir, de voir dans le temps et dans l'espace comment les choses donc, vont évoluer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une augmentation de la chaleur. Et souvent, cela se ralentit par la répartition donc, des pluies. Et en Côte d'Ivoire, on a eu plusieurs fois notre boucle cacao donc déplacé, donc actuellement qui est au sud-ouest, alors que c'était à l'est. Vous voyez que donc en fonction de la répartition des pluies due au réchauffement climatique, il y a vraiment tout ce dérèglement en fait qui s'est fait, et donc ça à nous vraiment de nous adapter. C'est pour cela qu'on parle d'adaptation. On a parlé aussi de l'acidification. L'acidification, c'est simplement la quantité, quand il y a plus en fait de CO2 dans l'atmosphère et que ces CO2 en fait n'arrivent pas à être absorbés totalement par l'océan. Donc du coup, au contact de l'eau, les molécules donc, du gaz carbonique, donc CO2, vont donc fusionner donc avec le molécule de l'OH2O pour donner une autre molécule.
et donc rendre le pH plus acide. Voilà, l'eau plus acide. Donc, du coup, l'eau donc va changer. Donc, l'écologie, l'environnement va changer. Et cela donc devient un élément très dangereux, vous voyez, pour tout ce qui est comme écosystème donc, dans l'eau. Quand, par exemple, on a dit qu'on a 30% donc de l'augmentation de l'acidité donc de l'océan, de 30% de l'océan donc à une acidité donc qui est passée donc de 8,2 à 8,1 par exemple depuis l'avènement de l'âge industriel. Et cela pourrait donc augmenter à 0,14 de 0,14 à 0,35 par exemple d'unité pH au cours donc du 21e siècle. Là, on est atteint en fait ce phénomène-là. C'est ce qui a fait que donc, les gens sont obligés donc, de prendre des précautions pour ne pas que les êtres microscopiques, notamment les coraux, autres là, qui sont à l'intérieur, les phytoplanctons, puissent vraiment prendre un coup. Alors, donc, après donc, cette acidification-là, qui est aussi un élément donc, lié au changement climatique à cause donc de l'émission de gaz à effet de serre, notamment de CO2 dans l'atmosphère. Et comme l'océan, c'est un puits de carbone, il faudrait que l'océan arrive à jouer donc son rôle de régulateur de tout ce qui est CO2 atmosphérique ou autre. Mais à un moment donné, l'océan ne pourra pas en fait supporter, ne pourra pas en fait absorber tout si l'océan en fait n'est pas entretenu. C'est ça aussi. Il faudrait que l'océan soit entretenu pour qu'il puisse jouer son rôle en fait de régulateur. Donc, cela demande qu'il faudrait prendre des mesures pour ne pas que l'océan soit pollué et ainsi de suite. Voilà. Et donc c'est tout cela qu'il faut prendre en compte quand on fait les adaptations. Sinon, l'acidification va tuer les coraux, ainsi on va permettre d'empêcher que les phytoplanctons ne puissent mener l'activité photosynthétique et qui dégage en fait, qui oxygène en fait le milieu. Et donc, s'il n'y a pas donc de phytoplancton, ou qu'il n'y a pas de zooplancton, et s'il n'y a pas de zooplancton, c'est qu'il n'y a pas de poisson. Voilà, donc ce sont des choses vraiment qu'il faut donc remédier rapidement. Alors, en ce qui concerne les impacts sur les écosystèmes, c'est vrai, nous allons voir tout à l'heure, qui concerne donc le recul des plages. On va voir, c'est vraiment un élément qui pour nous est très aussi important, puisque en tant qu'océanographe, nous, c'est vrai, la relation océan-atmosphère qui nous intéresse. Il y a aussi, comme on a vu tout à l'heure, l'acidification, la relation océan-atmosphère nous fait penser à l'acidification aussi, la relation entre les phytoplanctons, puisque les phytoplanctons jouent un rôle dans les régulateurs en captant le CO2. Donc, leur comportement, leur distribution, leur activité, en fait, nous intéresse parce que pour nous, les phytoplanctons dans l'eau nous permet en fait d'avoir une idée sur comment il faut gérer la pêcherie. Vous n'êtes pas censé savoir que vous êtes, on est dans un milieu où on a une relation, donc une chaîne alimentaire qui se produit. On a donc les animaux microscopiques, les plantes microscopiques, les phytoplanctons. Ensuite, on a les zooplanctons qui sont donc les animaux microscopiques. Et puis ensuite, les poissons, ainsi de suite, les poissons donc, se retrouvent dans nos assiettes. Donc, vous voyez que ces chaînes alimentaires-là, elles doivent être préservées. Elles doivent être préservées. Et c'est pour cela
suivent en fait les phytoplanctons, suivent l'écologie de l'eau, c'est-à-dire que les paramètres physiques, notamment l'eau, la température, le courant, et tout cela en fait vraiment c'est important pour que nous puissions vraiment comprendre le système de fonctionnement en fait de l'eau. Donc les impacts sur les écosystèmes, on a d'abord le recul des plages, on va voir tout à l'heure. On parle de recul des plages, c'est tout ce qui est comme l'érosion côtière, puisque l'érosion côtière, lui, c'est vrai, il fait reculer donc les plages. Donc, on le voit tout à l'heure. Il y a un élément important qui est donc la diminution des superficies des marais côtiers, c'est la même chose. Donc, les zones qui sont censées donc contenir, si vous voulez, les oiseaux migrateurs ou les oiseaux migrateurs donc viennent manger, ainsi de suite. Ou, les marais, en fait, c'est là où l'eau, quand il y a la marée, l'eau monte et puis ça descend. Et quand l'eau descend, redescend, donc c'est retire. Donc, c'est les zones un peu, ce qu'on appelle un peu la boue, là. Voilà, une zone vraiment où vraiment il y a tous les éléments nutritifs qui permettent aux oiseaux de venir donc manger. Donc, ça diminue de plus en plus, en fait, ces superficies-là qui sont très importantes pour... ce sont des zones d'importance écologique et en tant qu'habitat et en tant que lieu de forte production biologique. Il y a aussi tout ce qui est augmentation du niveau de la mer. Donc, ce sont les impacts écologiques qui sont cités. C'est vrai qu'on en a parlé déjà, augmentation du niveau de la mer. On en a parlé longuement. Il y a tout ce qui est salinisation dans des écosystèmes marins et côtiers. Et vous savez que l'océan, il est salé. L'eau de l'océan est salée. Donc, quand l'eau, par une submersion, vient comme ça, en fait, vient inonder, que cela apporte tout ce qui est comme salinité. Donc, du coup, si cette zone-là subit des épisodes fréquents, en fait, d'inondation, on voit qu'en fin de compte, cette zone-là devient encore salée. Donc, c'est ce qu'on appelle la salinisation. Ça rend salée, cette zone. Donc, là aussi, il faut faire en sorte que l'eau ne soit pas, la zone donc, ne soit pas inondée. Et si on doit avoir une élévation du niveau de la mer souvent, donc qui va donc entraîner une submersion, la zone en question donc, sera salée et donc on ne pourra pas faire les cultures qu'il faut. Alors, la mise en œuvre des tests. Oui, oui, une question. Je voulais savoir, quand on parle de niveau d'élévation de la mer, je voulais savoir quel est le process, comment on arrive à estimer ça, comment ça se passe. Est-ce que c'est par les satellites, on utilise les satellites aussi pour évaluer le niveau de la mer, ou bien il y a peut-être des levées de terrain qui nous permettent d'apprécier? Oui, en général, puisqu'on sait que on ne peut pas avoir les données traditionnelles, ce qu'on dit, je dis, bon, les méthodes traditionnelles qui sont en général dans les mesures in situ, en fait, on s'est rendu compte que ces mesures, en fait, ont vraiment les places. Hein. C'est-à-dire qu'on place, par exemple, un marégraphe, on place un holographe pour voir comment évolue donc l'océan. Mais on s'est dit que l'océan, c'est un vaste écosystème qui a besoin donc d'avoir, on a besoin d'avoir donc des informations en temps réel et partout à la fois. Donc, on étudie de plus en plus, en fait, l'imagerie satellitaire, surtout les images radars, qui nous permettent d'avoir, d'estimer le niveau donc de la mer. Voilà, les images radars, mais ce sont les images qu'on reçoit sont les images déjà, pas les images, mais c'est plutôt les données déjà venant donc des satellites qu'on utilise, en fait, pour pouvoir faire ces estimations-là. Parce que les satellites le font, les gens le traitent, et puis bon, nous, on peut avoir les données, par exemple, spatiales, notamment, par exemple, en tel point donné, on a tel niveau, ainsi de suite, bon, répartis sur la côte, et on peut donc l'utiliser pour faire notre estimation spatialement et temporellement. Voilà. Donc, en télédétection, on peut utiliser les données donc satellitaires pour le faire. Et de plus en plus, moi, c'est ce que les gens utilisent, les données satellitaires donc, pour le faire. Y compris même la houle. La houle, il y a les données satellitaires que les utilisent pour mesurer la houle, notamment les périodes de la houle et l'intensité, donc la hauteur donc, des houles, on utilise donc, pour le faire. Puisqu'on n'a pas, les gens n'ont pas les moyens, nous, par exemple, on n'a pas les moyens d'acheter donc les holographes pour pouvoir donc vraiment mesurer donc la houle, qui sont donc des éléments qui sont importants
pour voir quelle est la dynamique donc, du trait de code, on n'a pas les moyens. Donc, de plus en plus, on utilise donc les données satellitaires et c'est maintenant qu'on cherche vraiment à avoir les données, les paramètres, donc les équipements, et ainsi de suite, pour pouvoir coupler aux données satellitaires, donc les données qui vont donc provenir donc, de ces satellites-là, de ces données, ainsi de suite. C'est bon? C'est bon, professeur. Oui. Non, c'est bon pour ça. Voilà. Donc là, bon, les coraux, on en a vu déjà, liés en fait à la salinité. Alors, la destruction des paludiers par les forts vents et les vagues. C'est vrai, bon, les paludiers, c'est des plantes, hein. On les appelle souvent les mangroves, c'est les mangroves. L'ensemble des paludiers dans une zone, on appelle la mangrove. Parce que vous avez déjà entendu parler de ça. Les mangroves, en fait, jouent vraiment deux rôles. D'abord, un rôle en tant que zone de frayère, donc c'est les zones où les poissons viennent en fait pondre, donc c'est une nidification, une zone de nidification. Et puis, elle joue le rôle, donc, en fait, de protection des berges. Parce que, vous voyez, les racines les chassent. Donc, vous voyez que les paludiers ont des racines qui descendent dans l'eau. C'est comme si elles descendent, ces racines descendent dans l'eau et puis ça grippe, en fait, au sol. Donc, leur fonction fait qu'elle protège, en fait, le sol. C'est comme d'être ça grippe au sol. Donc, elle empêche, elle consolide, en fait, le sol. Ce qui fait qu'on dit qu'elle joue le rôle donc, de tampon pour freiner donc l'érosion des berges où il se trouve. Et de plus en plus, on se rend compte que c'est qu'on appelle ces mangroves-là, ces paludiers-là, en fait, sont en train d'être détruits. Voilà, sont en train d'être détruits. Donc, sont en train d'être détruits. Et si vous voyez que on détruit les mangroves, c'est vrai qu'il doit y avoir des répercussions. Parce qu'il n'y aura pas donc de poissons. C'est normal, puisque les poissons viennent, les endroits où les poissons viennent pondre pour pouvoir donc préserver euh, l'écosystème, préserver, disons, continuer à enrichir l'écosystème. Si on les détruit, vous voyez que, bon, il y a comme je l'ai dit, il y a une interruption de la continuité donc, de la reproduction. Donc, du coup, il va manquer donc, de poissons. Donc, en les détruisant, vraiment, c'est comme si nous-mêmes, on s'auto-détruisait. Voilà. Donc, il faut vraiment jouer à faire en sorte que ces espaces-là puissent être protégés. Et ce qui est intéressant de nous, c'est que nous, en tant que géomaticiens, ce qui nous intéresse, c'est de les cartographier, de voir la dynamique, de voir comment est-ce qu'il faut, comment sont ces écosystèmes-là et comment est-ce qu'il faut les préserver. Voilà. Donc, nous, écosystèmes, c'est de voir la dynamique dans les écosystèmes par une cartographie, multidate, pour voir comment sont, et puis ensuite avec les autres spécialistes tels que les écologistes, autres là, pour voir comment est-ce qu'il faut les préserver. Professeur, il y a une question. Oui. Quand même prendre le temps de pouvoir régénérer peut-être une zone de frayère, genre une zone de paludier. Lorsqu'il y a une destruction, ça peut prendre combien de temps pour que ça puisse se remettre en état de... Voilà, Quand on détruit les mangroves là, oui, oui, quand les mangroves sont détruites, parce que quand elles se détruisent, généralement, on fait une estimation des zones qui ont été détruites et peut-être qu'on oui. va penser après à, comment on dit ça? Oui, il faut reboiser. Il faut reboiser ces zones-là. Maintenant, combien de temps ça Reboiser, peut prendre? restaurer, c'est ça. Mais le temps que ça Voilà, met, voilà, la restauration, tout ça, combien de temps? non, mais ça Ça, vraiment, dépend. Il y a deux types de méthodes pour planter les mangroves. Soit on fait des pépinières, on fait les pépinières, et quand les pépinières donc, atteignent certaine taille, on va les planter. Donc, on va donc les surveiller jusqu'à 1 an, et puis après, donc, on les laisse pour qu'elles puissent vraiment, disons, puissent fonctionner ou bien pousser eux-mêmes, ou bien on les plante directement dans l'eau. On les plante directement dans l'eau. Mais la différence est que, quelle que soit l'une ou l'autre des méthodes, il y a donc des inconvénients et des avantages. Quand on fait les pépinières, on arrive en fait à circonscrire un peu comment on dit, la mort en fait des plants.
Voilà, mais ça coûte cher parce qu'il faut payer les sachets, ainsi de suite. Bon, tout fait. Ou bien, si on décide, Amor, il faut que ton micro. quand on décide encore de planter directement donc, les plantules là dans l'eau, là, on ne garantit pas vraiment que ces plantules-là vont vivre. Donc, c'est moins cher, on plante directement, mais on ne garantit pas que ces plantules-là vont vivre pour pouvoir donc atteindre un certain nombre de maturité. Donc, vous voyez que quel que soit l'un ou l'autre, on a les inconvénients et les avantages. Mais il faut faire en sorte que qu'on appelle ça, ces plantes-là puissent être atteindre un stade de maturité. Donc, les maintenir, les veiller, faire le suivi en fait. Faire le suivi Donc, de tout ça. ce qui veut Voilà, dire faire le aussi qu'il suivi de tout faut, ça. Donc, à peu il près faut un associer. an, il faut le suivre pendant un an. D'accord. Donc, il faut associer aussi les populations aussi, parce que les populations qui vivent Bien à côté sûr, aussi. bien sûr, bien sûr, bien sûr, puisque c'est pour cela souvent, quand on fait ce genre de trucs, il faut comprendre la sociologie en fait du milieu. Il faut comprendre la sociologie. Pourquoi? Parce que la population, en fait, tue les mangroves. Si on ne sait pas pourquoi elle tue les mangroves, et ensuite trouver donc des alternatives par rapport à ça, on ne peut pas régler le problème. Okay. Il faut associer donc les sociologues, pardon, qui vont savoir, faire enquête pour savoir exactement pourquoi la population utilise beaucoup les mangroves. Donc, ils vont dire, voilà, on utilise les mangroves parce que les bois de mangroves sont les bois qui met facilement donc qui sert à faire, à Bois de construire, sont chauffe. les bois durs à construire, à faire donc les bois de chauffe, ça brûle bien, ou bien à faire donc fruits du poisson, que c'est bon, ainsi de suite. À ton tour, qu'est-ce que tu dois faire pour que ces populations-là n'utilisent plus en fait ces bois de chauffe-là pour ces activités dont tu viens de citer? Pour des Donc, de alternatives. trouver des alternatives. À trouver des alternatives en les accompagnant, ainsi de suite. Voilà, sans ça, et puis les mettre sur devant leurs responsabilités. Parce qu'il faut leur expliquer quel est le rôle que jouent en fait les mangroves. Parce qu'ils ne comprennent pas le rôle que jouent les mangroves, mais ils ne sauront pas que les mangroves, vraiment, en tuant les mangroves, bien en les détruisant, c'est eux-mêmes qui sont en train de détruire. Donc, il faut, en même temps qu'on les sensibilise, en même temps, il faut leur apporter en fait, un soutien, un appui pour les permettre de ne pas non seulement protéger les mangroves qui sont restaurés, plantés, et en même temps les appuyer, n'est-ce pas, pour ne pas que cette population puisse utiliser donc, ces mangroves-là. Ça va? D'accord. Ça va. Donc, vous voyez que vraiment toutes les spécialités se joignent. Hein, les environnementalistes vont travailler avec les sociologues. Hein, c'est pour ça qu'on dit sociaux. Quand on dit par exemple les sauvegardes environnementales, on ajoute toujours social et social. Ou bien quand on dit l'EIS, par exemple, études d'impact environnemental, on ajoute toujours social, parce que les deux sont liés. L'environnement qu'on veut, on veut donc préserver, mais dans l'environnement, il y a des personnes qui vivent, la société qui est là. Donc, il faut associer le fait que les gens qui vivent dans l'environnement peuvent nuire à cet environnement, mais comment l'environnement aussi peut ne pas aider cette population à vivre. Donc, les deux sont vraiment, c'est pour cela qu'on dit étude d'impact environnemental et social. Alors, la pêche. Concernant la pêche, je pense que la pêche, il y a plusieurs choses, on en a vu déjà, hein, parce qu'on sait que les poissons, c'est dans l'eau. Quand l'océan a des difficultés, notamment il y a le réchauffement, on voit que là où il y a le réchauffement de l'océan, il n'y a pas de poissons. Parce que les poissons pour vivre ont besoin donc d'être dans une eau, dans un endroit quoi? Froid, mais pas aussi chaud. Donc, du coup, si votre zone est trop chaude, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir assez de poissons. Si votre zone est trop chaude, vous êtes sûr que vous n'avez pas assez de poissons, puisque ces poissons-là vont se répartir et vont aller ailleurs. Voilà, vont aller ailleurs. Voilà, vont aller ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à ce que l'eau ne soit pas non seulement polluée, hein, parce que si l'eau est polluée, si l'eau est acidifiée, si l'eau comme ça, est chaude, vous voyez que ça ne va pas en fait arranger donc ces péchés-là. C'est bon?
C'est bon. Alors, toujours dans le secteur de la pêche aussi, il y a la dégradation, la disparition donc, des plages, par exemple l'érosion, puisque les poissons qu'on prend, ça ne reste pas en mer, ça vient à terre. Donc, si vraiment il y a la disparition des plages, comment est-ce qu'on fait pour débarquer? On ne peut pas. Donc, vraiment, il faudrait qu'on ait donc une plage, un endroit vraiment qui ne soit pas érodé pour pouvoir donc débarquer tous les poissons. Il ne faudrait pas qu'on ait des écosystèmes donc dégradés, par exemple les mangroves qui sont dans des zones qui sont très importantes en fait pour la pêche. Il faudrait préserver en fait les marais, si les marais sont dégradés et tout ça là. Donc, cela porte en fait tous ces endroits-là, dans les plages, les mangroves et les marais, autres là sont des endroits qui, si elles ne sont pas, les endroits donc ne sont pas préservés, vont porter donc préjudice au secteur donc, de la pêche. Puisque ces milieux sont des lieux de nidification et de refuge pour de nombreuses donc, espèces. OK. Alors, en ce qui concerne donc l'érosion côtière et ses impacts sur les infrastructures. Alors, il faut dire que on sait que le changement climatique est perceptible par l'augmentation du niveau de la mer et des tempêtes plus fréquentes et plus sévères. Ça, on le sait. Mais ce qui est chose, c'est vraiment ce qui fait qu'on ressent un peu plus hein, pour des personnes, par exemple, qui peut-être ne voient pas cette augmentation du niveau de la mer, c'est la fréquence, en fait, des phénomènes, peut-être des tempêtes ou bien des orages, en fait, qu'ils perçoivent. Par exemple, celui qui est à Bobo, en Guinée, par exemple, il n'est pas au bord de la mer pour voir que l'eau avance ou bien il y a l'érosion. Ce qu'il a maintenant de comprendre qu'il y a chose, c'est qu'il y a vraiment soit l'orage, les orages qui viennent de plus en plus. Où actuellement, on est là, il fait chaud, et puis dans la soirée, vous avez des grands vents, suivi donc de pluie. Ça, ce sont donc des phénomènes en fait qui sont liés au dérèglement. Et chaque soir, c'est comme ça. Il fait chaud et le soir, parce qu'il y a une forte évaporation donc, de l'eau, donc de la terre, puisque la terre donc, va. Le soir, par exemple, quand il commence à faire froid et le soleil commence à descendre, il y a une forte évaporation. Le soir, il y a une forte la journée, une forte évaporation qui va donc remonter, bon, c'est condensé. Et quand il commence à, donc, à faire froid, cela donc doit redescendre donc, sous forme de pluie. Mais simplement, ces nuages-là que cela forme, puisque en général, donc, dans ces nuages, va se créer les alizés. Donc, eux donc, vont donc transformer donc, ces nuages-là en pluie à travers donc, leur système donc, de circulation, et ce qu'on appelle ça anticyclonique. Et donc, tout cela, en fait, montre qu'il y a vraiment un dérèglement quelque chose qui ne va pas parce que chaque soir, à la même période, au même moment, il y a des faux vents avec des pluies. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Alors, donc, c'est quoi l'érosion côtière? L'érosion marine. On dit l'érosion côtière, l'érosion marine, bon, c'est la même chose. L'érosion marine, c'est la perte de terre. C'est-à-dire que c'est quand l'océan gagne du terrain, c'est tout. Voilà, c'est quand l'océan. Dans ce monde de la mer qui érode en fait les rivages. Voilà. Pour celui qui ne connaît pas, on dit plus l'océan gagne du terrain sur la terre, plus il a des chances d'emporter avec lui du sable. Voilà. Donc, c'est quand vraiment l'océan donc enlève, arrache, soit tout ce qui est sédiment de sable, la plage, il les ramène. Donc, du coup, en enlevant, il a créé un déficit et laissé donc la plage sans sédiment. C'est vraiment ça. Mais il faut comprendre que l'érosion, c'est un processus qui est naturel. Ce n'est pas maintenant qu'on parle d'érosion. Ça existe déjà, l'érosion. Donc, les plages, en fait, naturelles sont en état d'équilibre dynamique. Parce que quand on parle d'érosion de façon naturelle, c'est qu'il y a une partie donc, de la plage ici qui est érodée. Le sable qui est pris là va être stocké ailleurs.
ainsi de suite. Le sable qui est pris en amont quelque part va venir occuper le sable qui a bougé en un endroit, un pas, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un transfert en fait de sable. Mais dans tout cela, dans un état d'équilibre. Voilà, un état d'équilibre donc dynamique. Et ça, c'est vraiment ça. Mais l'érosion des falaises ou dunes, par exemple, si vous regardez, par exemple, la photo donc, du bas, c'est les falaises, en fait, c'est vraiment si vous voulez, des dunes, des hautes, des collines, mais pas des collines en tant que telles, mais c'est je dirais, un relief qui est en hauteur, composé en fait généralement donc de roches en hauteur et qui, n'est-ce pas, qui est en contact avec l'océan. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, on parle souvent du falais de Fresco. Quand vous allez à Fresco, au niveau de la plage, vous allez voir qu'il y a une falaise là-bas qui est au contact de l'océan. Et chaque fois que l'océan donc vient avec son énergie, donc les vagues, lorsqu'il y a un déferlement, donc lorsqu'il y a des vagues qui viennent, cette énergie-là vient frapper donc la falaise et la falaise au fur et à mesure donc, se détache. Donc on a donc des parties qui se détachent. Donc c'est comme ça que l'érosion donc se fait au niveau donc, des falaises. Et donc quand ces parties qui se détachent donc tombent dans l'eau, elles sont donc emportées donc par les vagues. Bon, de cette façon, la structure de la plage va rester constante, mais elle se déplace vers l'intérieur de la terre. Ouais, non? C'est une cassure, on a un éboulement, si vous voulez, au fur et à mesure. La configuration reste, mais seulement que l'océan qui prend de l'espace pour avancer en fait dans la terre. Si vous avez des questions, vous me dites. On a la submersion marine. La submersion marine, c'est quoi? C'est une inondation temporaire du littoral. Comme on dit, il y a une submersion, donc l'eau vient inonder, la mer vient inonder l'espace, mais après, la mer donc va s'y retirer. Voilà. Mais ce qui est je dis ce qui est dangereux, c'est que cette inondation se fait de plus en plus. Simplement parce qu'on est dans un endroit où il n'y a pas de différence entre la pente entre les habitations, là où se trouvent les habitations et là où se trouve donc le niveau de basse mer, le niveau de haute mer, il n'y a pas de différence. Quand vous allez à Sini, par exemple, vous voyez à Bassam, à Sini, surtout à Sini, pour ceux qui connaissent à Sini très bien, il n'y a pas de différence entre le niveau donc, de basse mer et là où se trouvent les habitations. Ce qui fait que quand il y a une petite élévation du niveau de la mer ou bien quand il y a les marées, vous voyez qu'automatiquement, les villages sont inondés. Voilà, c'est vraiment ça. Et sont fréquemment inondés. Donc, au niveau donc de l'érosion côtière, on a deux phénomènes donc, naturels qui peuvent se présenter. Pas phénomène, disons, de la zone côtière, notamment en ce qui concerne la morphologie en tant que telle, donc de la plage. On a deux phénomènes, l'érosion côtière et puis les submersions. C'est les deux. Bon, c'est vrai que dans la submersion, on a l'érosion en tant que telle qui est un processus naturel et puis on a l'érosion donc des falaises. Mais il faut retenir qu'il y en a deux phénomènes au niveau donc, de la morphologie qui vont donc changer la morphologie des plages. C'est l'érosion des plages donc côtières et puis la submersion. Alors, quels sont les impacts donc sur les bâtiments et l'infrastructure? Là, ici, c'est vraiment... ici, vous pensez c'est où ici, là? Moi, La je... photo, là, c'est... Pas. Voilà. Pogwe, à Doufou, voilà. On appelle comme ça à Doufou, là. C'était vraiment... Ça a traversé, ça veut dire que à Doufou s'étendait jusqu'au-delà, même de l'autre côté de la route, hein, à la plage. Et ce phénomène s'est produit en 2011. C'est en 2011 que ça s'est produit. Et donc, l'État a décidé encore vraiment de déguerpir tout ce monde-là, sur ce côté. Sinon, avant, c'est un village. Hein?
C'est un village qui se trouvait là-bas. Dense, population là-bas, très dense. Mais il fallait vraiment, à un moment donné, dire aux gens de partir parce que ça devenait très, très, très risqué. En cette nuit-là, du 25 au 26 août, là, il a eu près de 10 mètres de terre qui ont été engloutis. Donc, du coup, vous voyez les terres, vous voyez tout ce qui se passait. On dirait un caterpillar qui est passé. Voilà. Donc, c'est vraiment l'océan qui a détruit tout. Détruit tout. Donc, il fallait faire partie des gens. Alors, professeur, Oui. quelle solution apporter pour ralentir vraiment ce genre de gap-là? Parce que vraiment, 10 mètres en une seule nuit, vraiment, Ouais, on va voir, on va en parler. On va en parler. Alors, les raisons d'érosion côtière, on a deux types de raisons. Hein. Il y a les raisons qui sont humaines. Hein, les raisons qui sont humaines, vous voyez, et sur l'image, on a des parties qui sont en rouge. Les parties qui sont en rouge sont les causes humaines. Et en bleu sont les causes non humaines. Donc, naturelles. Voilà. Donc, pour les causes humaines, c'est la hausse du niveau de la mer. Parce qu'on se dit quoi? La hausse du niveau de la mer est engendrée par quoi? Par une augmentation de quoi? La température liée au gaz à effet de serre. Donc, je suppose que ce sont des activités industrielles qui augmentent cette température et qui agissent en fait sur la fonte des glaces terrestres et qui font augmenter, donc, n'est-ce pas, qui augmentent la température de l'eau, donc par une dilatation et qui fait qu'on a une hausse donc, au niveau de la mer. Deuxièmement, il y a les barrages sur les fleuves. Les barrages sur les fleuves, puisque souvent, quand les fleuves, en fait, on voit que tous les fleuves conduisent à la mer, vont à la mer. Quand ces fleuves-là, en fait, viennent à la mer, ils viennent avec des sédiments. Ils viennent avec des sédiments. Pour combler, en fait, les sédiments de plage. Donc, ils apportent des sédiments pour pouvoir donc, combler. Donc, quand on construit des barrages sur les fleuves, on retire donc ces sédiments-là. Donc, ça fait un déficit. Ensuite, il y a tout ce qui est construction donc, de routes, de parking, hein, et qui diminue la largeur en fait, de l'estran. C'est-à-dire que quand on construit donc, au niveau de la mer, au bord de la mer, on diminue en fait l'estran, qui est le haut de plage, on diminue carrément l'estran. Et ce qui donc réduit le pouvoir de dissipation donc, des vagues. Ensuite, quand on fait des aménagements donc, des ports, hein, on continue donc des ports ou tout ce qui est construction maritime, cela perturbe le transit sédimentaire. Alors, le transit sédimentaire, si vous voulez, c'est le déplacement en fait sous-marin du sable qui est dû en fait au courant. Le déplacement sous-marin du sable, on appelle ça transit sédimentaire ou bien ce qu'on appelle nous dérive sédimentaire. Voilà, donc c'est le sable qui est sous-marin qui se déplace. Voilà, donc c'est ce sable en fait qui distribue, c'est ce courant qui distribue tout ce qui est sable, hein, qui arrache le sable à un point T, disons à une zone T0, disons Z0, qui dépose à un point Z1, et ensuite le sable de la zone Z1, il le dépose donc en Z2. Et puis après, ça devient je dirais en zone Z0-1. Donc, la zone qui est avant donc, la zone Z0. Donc, vous voyez que c'est vraiment c'est un état donc, de distribution d'équilibre qui se produit. Mais en considérant les ports ou bien tout ce qui est maritime, en tout cas des infrastructures maritimes, vous voyez que qu'est-ce qu'on perturbe donc les indices transitionnementaires. Donc, on va donc, c'est pas créer donc une érosion quelque part ou bien augmenter en d'autres endroits. Et puis enfin, c'est la déstabilisation des dunes, qui est tout ce qui est extraction de sable. Voilà, l'extraction des matériaux, voilà, du sable. Parce que quand on prend les matériaux, le sable, par exemple, c'est vraiment un déficit concret. Et donc, même si le courant donc, fait la distribution, il ne va pas distribuer jusqu'à compenser ce qu'on enlève. Donc, du coup, ça crée un déficit. Et puis, tout ce qui est cause non humaine, c'est vraiment les transports sédimentaires qui se font, les courants marins.
Voilà, ça apporte ou ça retire, ça dépend. En fonction donc du type donc, de plage, hein, il peut être les plages, en fonction de l'orientation des plages, la morphologie de la plage, hein, il peut avoir, le courant peut apporter ou un peu retirer donc les sédiments. Et puis, il y a les tempêtes, hein, qui sont donc des fortes vagues qui emportent les côtes qui sont meubles. Les côtes meubles sont les côtes sableuses, hein, qui ne sont pas solides, mais en fait, selon donc les types de sable, parce qu'il y a les sables fins, les sables moyens et les sables grossiers. Donc, en fonction encore de ces zones-là, de ces types de sable, la morphologie de ces sables-là, un endroit peut être affecté, beaucoup affecté ou pas. Ça va? Voilà, voici en ce qui concerne donc les impacts. Ça va avec les impacts? Voilà. Donc, voyons un peu les stratégies à mettre en place. Tout à l'heure, un de vos camarades a posé la question. Quelle est la stratégie qu'on met en place? Alors, les stratégies d'adaptation et de résilience au changement climatique en milieu marin et côtier. Il y a les mesures d'adaptation et les mesures de résilience. Mais il faut savoir que quand on parle d'adaptation, il y a la résilience derrière. On aide en fait vraiment une zone des gens adaptés, donc on les amène en fait à être résilients à la chose. Donc, c'est comme si c'est un appui. Hein, on augmente leur capacité à pouvoir vivre, à pouvoir donc reprendre leur activité, et ainsi de suite. Donc, derrière l'adaptation, il y a la résilience derrière. Alors, on distingue généralement 3 ou 4 principales stratégies d'adaptation. Il y a la première stratégie, c'est la protection. La deuxième, c'est l'accommodement, pardon. Troisième, c'est la retraite et la précaution. Donc, j'ai dit 3 ou 4. Et si on va donc regarder, on va penser seulement que c'est vrai qu'il y a la protection, l'accommodement, la retraite et la précaution. La précaution, c'est un peu faire attention, quoi. Mais sinon, en général, soit la protection, on s'accommode ou bien on se retire. Voilà, on se retire. Mais on va voir. Alors, la première stratégie, c'est la protection. Elle vise en fait à protéger les habitations et les infrastructures des inondations à travers des ouvrages de protection, qu'on appelle des murs, des murets, des enrochements, des digues, de protection naturelle, ainsi de suite. Protection naturelle, il y a tout ce qui est des solutions fondées sur la nature, hein, c'est-à-dire qu'on étudie sur les mangroves, on plante la végétation pour pouvoir donc freiner l'érosion. C'est généralement le premier réflexe des résidents côtiers. C'est-à-dire que quand on a un problème qui survient, par exemple, au niveau de l'adaptation, on pense directement à faire la protection. Mais rien ne dit que c'est la protection, cette manière de faire qui va donc nous épargner de, n'est-ce pas, de ces phénomènes-là qu'on vient de citer, naturels-là ou artificiels-là. Mais à terme, la protection s'avère souvent coûteuse parce que là, mettre en place une mesure d'adaptation, soit des roches, ou bien, disons, si vous voulez, des mesures dures, ou bien des mesures souples, c'est vraiment coûteux. Et cela est limité souvent par l'efficacité et a des impacts environnementaux, par exemple, et esthétiques. On va voir tout à l'heure comment ça se présente. Ensuite, il y a tout ce qui est accommodement. C'est la fixation, c'est l'adaptation flexible. C'est-à-dire que ce thème regroupe donc. Il y a une question? Oui, c'est plus une préoccupation. En fait, les mesures de protection, là, telles que les murs, les rochers, les digues de protection, est-ce que c'est bon, souvent on constate aussi que ces mesures de précaution ont des conséquences. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit là? On dit que ces mesures ont des impacts. Les conséquences ont des impacts environnementaux. Ah, vous êtes... Voilà, ont des impacts. Vous allez voir les impacts parce que, quel que soit, c'est comme si vous avez en fait
j'ai dit tout à l'heure que l'érosion côtière, par exemple, c'est un phénomène qui est naturel. Voilà, c'est un phénomène qui est naturel. Donc, l'érosion, il existe depuis longtemps. C'est un état d'équilibre dynamique, comme on a dit. Donc, il y a du sable qui a été donc enlevé à un endroit, déposé à un autre endroit, au fur et à mesure, ce qui est derrière vient et dépose le sable, il prend et dépose. Donc, c'est vraiment une distribution dans un état d'équilibre qui se fait. Maintenant, si on veut mettre une protection là, qu'est-ce qu'on fait? Et je l'ai dit tantôt. Ici, je l'ai dit, je vais revenir, bon, pas ça dans l'autre partie, puisque c'est maintenant la même chose. J'ai dit que quand on met, par exemple, des ouvrages, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire qu'on arrête, en fait, cet équilibre, on arrête, en fait, cette distribution. Donc, du coup, il y a alors des impacts. Alors des impacts. L'accommodement, comme je l'ai dit, c'est l'adaptation flexible. Ce sont des mesures de changement des manières de construire. Voilà. Quand on s'accommode, on change la manière de faire. On change la manière donc de gérer le territoire, de faire ses activités humaines. Hein? Et tout cela, cela nous permet en fait de rester à la même place en changeant la manière de faire. Voilà. Donc, l'accommodement est spécifique au site et à l'activité concernée. Il n'existe donc que peu de solutions génériques, à part dans certains domaines comme l'architecture ou l'agriculture résiliente, où des solutions peuvent être aisément transportées d'un endroit à un autre. L'accommodement fait fortement appel aux connaissances locales plus que la protection. Vraiment, on s'accommode dans la zone, mais on change sa manière de faire. Voilà. Par exemple, je prends un exemple transport à Abidjan. Abidjan, par exemple, les gens construisent où? Une question. Les gens construisent où? Le plus souvent. Monsieur, s'il vous plaît. Abidjan, les gens construisent où? Le plus souvent. Bon, je dirais que dans les zones à risque, Les gens arrivent dans les bas-fonds. oui, Ils construisent souvent même sur des caniveaux. oui, Voilà. Donc, si les l'accommodement, voilà. L'accommodement, c'est d'arriver à avoir un mode de vie, à changer le mode de vie, le mode donc de la manière de construire, la manière de gérer le territoire. Donc, éviter les zones qui sont des zones à risque. c'est ça. Il faut éviter les zones qui sont les zones à risque. Il faut éviter de construire sur les caniveaux et de ne pas construire dans le lit des rivières, des fleuves. Il faut s'accommoder, c'est-à-dire changer sa manière de voir, sa gestion du territoire. Et quand on respecte le territoire, c'est-à-dire que la place qui est réservée à l'eau, réservée à la circulation de l'eau à la rivière, il n'y aura pas de problème. Mais c'est quand l'on vient obstruer, en fait, obstruer l'eau, l'emplacement de l'eau, la voie de l'eau, ce qui cause problème. Et la vulnérabilité, comme on l'a dit au départ, la vulnérabilité, c'est quoi? L'aléa plus l'enjeu. L'enjeu, c'est l'homme ou bien la maison. Il peut y avoir un enjeu, disons un aléa, mais il peut ne pas avoir d'enjeu. Dans ce cas, il n'y a pas de vulnérabilité. Du moment où l'homme vient s'intercaler, là où il peut y avoir un aléa, où il peut y avoir donc affecté par un aléa, du coup, ça devient une vulnérabilité, devient invulnérable. Donc, si on habite dans un endroit où on sait qu'il n'y a pas encore de problème, on ne s'est pas affecté, il n'y a pas donc de vulnérabilité, on ne sera pas vulnérable. C'est vraiment ça. Donc, il faut comprendre que la vulnérabilité est liée au fait que l'homme vient lui-même s'asseoir à un endroit où il ne doit pas être. Donc, du coup, quand il est affecté, on dit qu'il est vulnérable. Voilà. Donc, en changeant sa manière de faire, sa manière donc de gérer le territoire, ses activités, ainsi de suite, ça nous permet de s'adapter en restant à la même place. Voilà. Ensuite, il y a la retraite. Alors, la retraite, en fait, s'effectue. La retraite, c'est quand on se tient, quand on voit qu'une zone vraiment, elle est très dangereuse. Quand on sent qu'on est beaucoup affecté par un aléa et que les mesures de protection sont trop coûteuses, on ne peut rien faire, on ne peut pas s'accommoder, qu'est-ce qu'on fait?
se retire. Voilà. C'est Se souvent une retire. étape heureuse qui n'est d'habitude pas adoptée, n'est adoptée qu'en dernier recours. Lorsque l'érosion, par exemple, l'impose ou lorsque les inondations, lors de tempêtes, deviennent trop fréquentes. Voilà. Donc, quand on dit aux gens, souvent, il faut quitter parce qu'on a tout fait, on ne peut rien faire, ou c'est coûteux, on ne peut pas s'accommoder, il faut quitter. Voilà, il ne faut pas rester là et puis tu as créé des problèmes. Après, bon, voilà, l'État va voir, va commencer à avoir des morts à conscience. Alors, comme la retraite implique une paix de valeurs, donc valeurs foncières, valeurs immobilières, puisque quand on se retire, on paie tout, sa maison, on paie donc son terrain, son terrain n'est plus utilisé, ainsi de suite. La question de la répartition de la perte se pose systématiquement. Elle peut être assumée par les propriétaires ou les assurances contractées par ceux-ci. Dans certains cas aussi, par le gouvernement, solution de buy-out. Donc, on réinstalle les gens dans une zone vraiment dangereuse, d'une zone dangereuse dans un autre endroit, ou bien quand on dit aux gens de partir, il faut leur assurer vraiment, disons, des endroits où ils peuvent facilement vivre. Voilà. Il faut leur assurer, donc, leur donner des endroits où ils peuvent facilement vivre. C'est vraiment ça. Le cas de Laok Mandar, c'est un exemple aussi d'un projet. Oui, là, pendant, Oui, euh, oui. là, pendant, la première des choses qu'on a eu à faire, qui a été faite, c'est de savoir est-ce qu'il est possible de trouver une solution. C'est ça. Est-ce qu'il est possible de trouver une solution? Est-ce qu'il est possible de trouver une solution? Parce que la population, elle dit, elle ne quitte pas. OK. L'État dit, OK, d'accord, vous ne quittez pas, mais on va voir si, comme vous avez besoin encore d'avoir d'être convaincu par quelque chose, peut-être de scientifique, ainsi de suite, on va voir, on va faire des études pour voir si ce que va dire en fait les scientifiques. Si on ne peut pas, s'ils disent que non, on ne peut pas le faire, vous n'avez pas d'autre choix que de partir. Donc, les études ont été menées. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on peut le faire. Mais en le faisant, il faudrait qu'on change, on fait l'embouchure actuelle et qu'on ouvre notre embouchure. Notre embouchure. C'est ce qui a été décidé. Donc, de fermer l'embouchure actuelle et d'ouvrir notre embouchure. Mais cela demande en fait des fonds, des sommes colossales. Des sommes colossales. Et donc, le gouvernement a demandé au gouvernement, voici ce que ça fait. Est-ce que tu veux? Oui, ok, d'accord, je suis d'accord pour pouvoir financer. Donc, c'était comme ça que la population a été, la solution a été trouvée. D'accord.
Alors, après donc la retraite, il y a la précaution. Alors, la précaution consiste à éviter l'installation de résidences, d'infrastructures ou d'activités humaines dans les zones à risque. En fait, l'accommodement et la précaution sont pratiquement les mêmes choses. S'accommoder revient à prendre des précautions. Ouais, non. Quand on veut s'accommoder, on a besoin de prendre des précautions. Et dans ces cas-là, il faut éviter d'installer donc les résidences, les infrastructures ou d'activités humaines dans les zones à risque. Voilà. Donc, il s'agit donc d'un principe général et en apparence évidente, mais ce qui n'est pas si simple à appliquer en pratique, puisque l'appréciation du risque est une question complexe qui varie entre différents intervenants et différents individus. Donc, vous voyez que l'occupation d'un espace donné ou bien d'un territoire va dépendre de souvent de conflits d'intérêts, marquer des zones en conflit foncier. C'est-à-dire que c'est tellement complexe quand on parle de zones côtières, il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup de choses. Donc, quand tu dis à quelqu'un qu'il faut quitter, lui, vraiment, ça devient un conflit d'intérêts. Il y a souvent nos hommes politiques qui occupent des espaces qui sont dans des espaces, des choses, comme ça, des espaces donc à risque. Mais quand tu as dit donc vraiment de quitter là-bas, vous voyez que ça devient vraiment des conflits d'intérêts. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de faire en sorte que les zones qui sont réservées, qui sont donc des zones à risque, soient évitées. C'est ça, en fait. Il faut les éviter. Là, c'est la précaution qu'on prend. En général, on prend cette précaution-là pour éviter de se retrouver dans une situation où on sera amené à faire des dépenses énormes ou à prendre des mesures qui sont des mesures difficiles à prendre. C'est vraiment ça. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate. C'est malheureux, mais c'est ce qu'on constate. Alors, pour pouvoir donc arriver vraiment à mettre en place la stratégie, puisqu'on sait exactement, on sait à peu près ce qu'il faut faire, il y a la protection, il y a l'accommodement, il y a la retraite, il y a la précaution. Donc, tout cela, en fait, doit amener à mettre en place une stratégie. Et les techniques d'adaptation peuvent être réparties en plusieurs catégories. Il y a technique de protection, technique d'aménagement, technique architecturale, technique de planification, système de réponse d'urgence, instruments de gestion et législation. Donc, on ne peut pas donc mettre en place une stratégie d'adaptation qui accompagne d'un plan d'action si on ne sait pas exactement quel est le phénomène qui se produit. Quel est donc le type de vulnérabilité dont on fait allusion? Quelles sont les personnes qui sont affectées? Ainsi de suite. Donc, c'est au vu de tout cela, c'est après avoir fait tout cela qu'il faut mettre en place les plans d'action, une stratégie avec un plan d'action pour pouvoir donc régler donc ce problème-là. Donc, il est impossible dans le contexte de ce module de formation de dresser un inventaire exhaustif de toutes les techniques d'adaptation utilisées. Nous allons présenter donc ici une sélection de quelques outils d'adaptation particulièrement intéressants. Là, par exemple, on a ici l'outil de planification. Donc, pour pouvoir, on peut donc, à partir de la stratégie, planifier, de faire la planification, d'essayer de faire de mettre en place des outils de planification. Notamment, de mettre en place, par exemple, des objectifs et politiques, tout ce qui est croissance et développement, gestion côtière basée sur la sensibilité aux impacts. De mettre en place la cartographie des risques côtiers, donc sortir une carte d'inondation.
cas donc d'érosion, ce sont les choses que les géomatriciens le font. Hein. C'est les choses que les géomatriciens le font. Gestion des risques côtiers, par contre, évaluer les risques en infrastructure, aux infrastructures, en personnes, disons, et personnes, analyse coût-bénéfice, évaluer donc la vulnérabilité et la résilience. On a vu dans le premier chapitre, là-bas, comment faire l'évaluation de la vulnérabilité, comment évaluer la vulnérabilité. Voilà, on a vu comment il faut évaluer, il faut donc évaluer la vulnérabilité d'une zone donnée. Ensuite, on peut prendre des mesures d'urgence, notamment l'élaboration de plans de contingence, de préparation donc aux urgences ou planification non propre aux urgences. Poste par exemple, des post-urgences. Ensuite, l'éducation et la sensibilisation. Donc, c'est d'élaborer donc des plans de contingence, de préparation aux urgences, de préparation de post-urgences. Donc, ça là, on appelle ça des outils de planification. Maintenant, il y a les outils donc de régulation, notamment tout ce qui est gestion du développement notamment restreindre le développement dans les zones vulnérables. Donc, il ne faudrait pas étendre le développement dans les zones qui sont à risque. Il faut prévenir les dommages aux écosystèmes naturels. Par exemple, un écosystème peut éradiquer qu'est-ce qui peut arriver sur le mangrove. Donc, déjà, il faut anticiper sur ça. Il faut réguler, en fait, des restrictions, notamment adapter des codes de construction, comment il faut construire. Par exemple, ici, chez nous, par exemple, on dit, normalement, on dit on ne construit pas à 50 mètres de la mer et à 25 mètres au niveau donc des fleuves et de la lagune. Mais vous voyez qu'avant que cette loi-là ne sorte, les gens ont construit. Soit les gens ont construit déjà et puis la mer vient les trouver. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, les gens déjà construit, sont loin et puis la mer vient les trouver. On fait quoi? Donc, ce sont des choses vraiment qui sont difficiles à mettre en œuvre, à mettre la chose. Mais c'est de faire comprendre aux gens le risque qu'ils encourent en restant là. Voilà. Et puis, ce qu'il faut faire, comme je dis, c'est les mesures de planification ou de régulation qu'il faut mettre en place. C'est de les accompagner, en fait, à quitter ces endroits. Voilà. C'est de les accompagner à quitter ces endroits. Si l'État dit, ah, vraiment, vous courez des risques énormes à cet endroit, ils vont demander, bon, on va être soutenu par l'État, on va être soutenu pour qu'on puisse quitter. Donc, l'État va leur trouver un endroit pour qu'ils puissent se réinstaller. Et c'est ça. Et ensuite, il faut faire la zonation du territoire. C'est-à-dire qu'il faut réglementer, mettre en place des règlements municipaux sur le recul de la zone côtière et les usages autorisés. C'est-à-dire que là, par exemple, il ne faudrait pas prendre du sable, il ne faudrait pas construire un dû, par exemple, sur une zone, la zone côtière ou délimitée, là. On peut construire des zones, en fait, vraiment avec du matériel qu'on peut démonter. Parce que si l'érosion arrive au pays de submersion, vous n'allez pas perdre beaucoup parce que ce sont des zones où ce sont du matériel, n'est-ce pas, moins cher que vous avez mis, donc ce n'est pas quelque chose de dur, vous avez mis trop de fond, et qu'une fois détruit, vous allez tout perdre. C'est des choses qu'on peut démonter, on peut remettre, fabriquer, enlever, remettre. Donc, c'est vraiment, et puis délimiter les zones, il faut construire, il ne faut pas construire, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est mettre en place donc, des études de régulation. Voilà, donc de régulation pour permettre aux gens vraiment de vivre là où il faut et d'éviter donc de vivre là où il ne faut pas. Et donc, il y a la loi donc, sur le travail qui a été prise en 2017, donc on doit vraiment dire ce qu'il faut, mais comme je vous l'ai dit, la zone côtière, c'est une zone vraiment à enjeu énorme. Enjeu énorme, et ce n'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment énorme. Mettre en place une stratégie d'adaptation, il va falloir donc jouer avec toutes les parties prenantes. Voilà. Il y en a même qui sont là et qui prennent le financement des gens, des taxes avec comment on appelle ça, avec des industriels ou autres. Mais quand il s'agit donc de faire en sorte, disons, de travailler à la résilience, à l'adaptation, bon, ils ne le font pas. Quand il y a un problème, ils ne le font pas du tout. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux dans cette zone-là, mais c'est de faire en sorte que toutes les personnes, en fait, qui sont les parties prenantes travaillent ensemble, en synergie, que chacun, tout en mettant en œuvre ses activités, sache qu'il y a une autre personne qui met son activité à côté
et que cela n'empêche pas en fait l'activité de l'autre. Vous voyez que vraiment c'est tout cela qu'on appelle la gestion intégrée. La gestion intégrée, vraiment, c'est de faire en sorte que moi, mes activités ne viennent pas en fait impacter sur l'activité de l'autre. Mais nous devons travailler de façon en synergie pour que mes activités viennent s'imbriquer comme un puzzle dans ce que l'autre fait. Pour qu'à la fin, on puisse avoir vraiment une zone qui soit gérée de façon durable. Il y a aussi la gestion du territoire. Donc, c'est tout ce qui est acquisition ou appropriation d'un territoire à risque d'inondation pour l'implantation de protection. C'est-à-dire que, par exemple, une structure qui gère par exemple la zone côtière, par exemple, peut dire, moi, je vais donc acheter tel territoire parce que je vais mettre en place, par exemple, planter des arbres ou bien des mangroves qui vont donc protéger le territoire. Donc, c'est aussi l'acquisition ou l'appropriation des territoires que les gens peuvent faire. Il y a tout ce qui est restriction d'usage, c'est-à-dire faciliter l'usage du terrain pour la conservation et autres non-développement. On peut acheter des terrains pour conserver l'endroit. Voilà. C'est comme on peut acheter, c'est-à-dire que l'autorité qui a la gestion de la zone côtière dit, moi j'achète ce terrain, cet espace, et puis je conserve. Voilà. Il y a aussi ce qui est dotation de terrain, de la gestion des terrains de conservation. Il y a ce qu'on appelle foreshore tenure, c'est un accord d'un droit d'usage ou d'occupation des terres de la couronne pour les intégrer au plan de gestion côtier, par exemple. C'est-à-dire que, par exemple, on peut acheter un plan avec quelqu'un et on dit à la personne, donc, on veut intégrer, enfin, on veut gérer ton endroit là, ta zone là, hein, dans un plan de gestion qu'on a mis en place. Est-ce que tu es d'accord? Voilà. Et puis, s'il y a un dédommagement à faire, bon, on fait ce dédommagement. Ou bien, la personne, en fait, va contribuer, sera donc un peu comme actionnaire dans cette gestion-là. Aussi, effectivement, il y a des retombées de fonds d'argent. Cette personne a donc en bénéficie. Il y a tout ce qui est technique de protection. Donc, technique de protection, c'est les digues, hein, tout ce qui est structure de protection linéaire, structure de protection secondaire. Il y a autre protection donc solide, notamment des jetés, les brises-lames, des récifs artificiels qu'on met en place, des digues à benne, reprofilables. Hein, il y a les portes anti-inondation. Il y a tout ce qui est protection anti-érosion, protection des fondations d'immeubles, digues et autres infrastructures. Il y a l'élévation des structures, notamment tout ce qui est élévation d'un terrain constructible, construction non sur pilotis, élévation de la hauteur des pattes. Il y a tout ce qui est construction non résiliente, étanchement des immeubles, les matériaux résilients à l'eau, confinement. Donc, toutes ces techniques-là de protection ont besoin, avant de se mettre en place, qu'on étudie bien la zone. Parce que, pas parce que j'ai tel phénomène, mais un aléa qui me rend vulnérable que je vais donc me lever pour mettre en place une technique de protection. Non. Une zone, en fonction de sa situation, hein, a besoin d'une protection bien déterminée. Bien déterminée. Parce que si on met en place n'importe comment de protection, on ne fait que faire quoi? On ne fait que, comment dirais-je, déplacer en fait le problème, l'aléa. C'est ça. Voilà, on ne fait que déplacer l'aléa. Donc, de faire en sorte que ce que nous faisons, ce que nous mettons en place, ne puisse pas impacter celui qui est devant. Ou bien, si ça l'impacte, que ça soit moindre. Mais il faut apporter. C'est pour cela, toujours quand on met en place, par exemple, une mesure d'adaptation, et on fait une étude d'impact environnemental et social. Parce qu'à la fin d'une étude d'impact environnemental et social, il y a ce qu'on appelle le PGS qu'on met en place, le plan de gestion environnementale et sociale, qui, lui, ressort les impacts éventuels et fait des propositions, hein, propose donc des mesures d'atténuation. Voilà, des mesures d'atténuation et les coûts. Voilà, donc, cela permet donc de minimiser et d'atténuer donc les impacts éventuels que la construction, disons, la mise en place d'une mesure d'adaptation pourrait donc causer. Question? Pas de questions? Alors, les cas stratégiques de la gestion des risques côtiers. Afin de faire face aux risques d'inondation, d'érosion et de submersion, on peut regrouper les stratégies de gestion du trait de côte en 4 catégories. Il y a la lutte active.
Alors, il s'agit ici de créer des ouvrages comme des digues ou des épis rocheux afin de ne pas perdre de terre face aux assauts de la mer. Ici, on a ici une zone, on a la mer qui est en dessous, hein. On a la mer qui est en dessous, on a la plage qui est en jaune, donc en bleu c'est la mer, la plage qui est en jaune. Ensuite, il y a une zone donc qui est de protection. Donc, la zone à protéger, c'est donc, on suppose que c'est la terre qui est donc au-dessus, donc en orange là. Donc, qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'est-ce qui est présenté là? Là, on fait, on met un ouvrage, donc un peu comme un mur. On met un mur. Et puis, donc ça, c'est le centre de protection. Et puis, on met une digue, un épi qu'on appelle donc, bon, là, c'est un épi. On met un épi et au bout donc de l'épi, on met ce qu'on appelle une brise-lame. Alors, l'épi, c'est un ouvrage qui est perpendiculaire en général à la côte, au système qui est perpendiculaire à la côte. Et l'épi, en général, c'est un ouvrage qui est pareil à la côte. La différence entre les deux, c'est que l'épi, par exemple, lui, en fonction de la dérive du littoral ou bien de la houle, si on prend par exemple, on s'est dit quoi, que le courant ou bien la dérive va donc de la gauche, donc de votre droite vers votre gauche, donc de ma gauche vers ma droite. De l'ouest vers l'est. Voilà, si vous voulez de l'ouest vers l'est par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Le sable va s'accumuler donc à l'ouest et à l'est sera érodé. Il y aura un déficit de sédiments. Voilà, donc il y a un déficit de sédiments. Puisque normalement, l'érosion, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une distribution. Donc, comme on dit, c'est un état d'équilibre dynamique qu'il fait, donc il distribue de façon équitable. Donc, du moment où on a mis en place un épi, donc c'est comme ça, c'est un digue d'arrêt de sable, Donc, du coup, il va avoir une accumulation de sable à l'ouest et puis un déficit à l'est. Pour l'épi, qu'est-ce qui va se passer? Disons, la brise-lame. Une brise-lame, comme j'ai dit, c'est une structure qui est pareille à la côte. Son rôle, c'est de briser l'énergie des vagues, des houles. Puisque l'énergie, donc, en fait, si on connaît la limite, la distance du déferlement, donc, mettre en place une digue qui est pareille à la côte, ce qui va se passer, c'est que quand l'énergie, les vagues arrivent, les vagues donc, vont buter sur cet ouvrage-là et l'énergie, en fait, que comportent, en fait, ces vagues-là seront donc dissipées. Donc, cette force qui vient frapper la plage et qui arrache donc le sable, cette énergie-là donc sera donc dissipée derrière cette brise-là. Et donc, ce qui va arriver à la côte, ça sera vraiment une énergie, une eau qui est dépourvue donc d'énergie. Alors, une plage qui présente, disons, une brise-lame, c'est ce qui va se passer, c'est que derrière la brise-lame, il y aura quoi? Un engraissement. Derrière la brise-lame, parce qu'il n'y aura pas d'énergie là-bas. L'énergie va se dissiper, et c'est un peu autour qui va donc se présenter un peu l'érosion, autour. C'est-à-dire qu'autour donc de l'endroit. Voilà, de là où se trouve la limite donc de la brise-lame là, c'est là qu'il y aura donc l'érosion, un peu d'érosion là-bas. Sinon, en phase d'érosion, il va donc se constituer un engraissement et jusqu'à souvent, ce que j'ai vu au Sénégal, c'est que l'engraissement vient jusqu'à toucher la brise-lame en créant de façon naturelle ce qu'on appelle un tombolo. Il n'y a qu'un tombolo, c'est-à-dire que ça vient jusqu'à ça touche, comme ça construit un peu comme un épi. Donc, on appelle ça un tombolo, ça crée un tombolo. Donc, le sable vient jusqu'à ça touche la brise-lame. C'est ce que j'ai vu au Sénégal. Alors,
OK, donc ça, c'est juste une explication. Alors, j'ai dit, il y a la lutte active, ça, c'est ça, c'est-à-dire qu'on lutte vraiment contre ça, on met tout ce qui est infrastructure dure, hein, ce qu'on dit, les murs, digues, on met en place des digues, murs, digues, on met en place dans les épis, plus là, vraiment. Ou bien, on construit par accommodation au renforcement de processus naturels. C'est-à-dire quoi? On met en place, donc, on protège les dunes, en posant donc des granivelles, avec des fils lisses, donc on attache donc ces granivelles, c'est-à-dire des piquets là, avec des fils lisses, on attache, pour vraiment empêcher que lorsque les vagues arrivent, ces vagues font quoi? N'emportent quoi? Et le sable. Le sable. Quoi, n'emporte le sable. Et en plus de cela, on végétalise, hein, on végétalise, donc on met donc des végétaux au-dessus, pour que ces végétaux-là puissent vraiment jouer le rôle donc, de tampon. Vous voyez que dans une zone qui a des de végétaux, vous voyez qu'il y a l'érosion. Il y a une forte érosion, notamment l'érosion hydrique, autre l'érosion pluviale. Mais quand il y a donc de la végétation dans cette zone-là, vous voyez qu'on a moins d'érosion. Donc, c'est ce système-là que nous allons donc mettre en place à Grand Laou. Après d'avoir construit à Grand Laou, par exemple, on ne va pas mettre en place un mur, mais on va mettre une digue. Mais la digue, puisque il y a l'embouchure, on ne va pas mettre d'épi, mais on va donc protéger le côté ouest de l'embouchure, donc si vous voulez, le cordon ouest de l'embouchure. C'est comme si on met quelque chose autour pour ne pas que ça puisse, l'embouchure puisse migrer de l'est vers l'ouest. Donc, on va donc protéger ça, laisser la partie donc est. Et là, c'est tout ce qu'on va faire. Et ensuite, on va donc renforcer le cordon. Hein? On va faire un rechargement de ce cordon, super de à peu près 4 km et quelques. On va donc recharger. Et puis ensuite, on va donc planter ce genre de trucs, donc protéger donc les dunes en posant donc des granivelles et on va donc mettre de la végétation donc au-dessus. Donc, c'est ce qui est prévu donc à Grand Laou. Parce que les granivelles vont fixer donc le sable pour ne pas que quand il y a des tempêtes ou bien des vagues qui viennent, ça puisse donc arracher donc les sédiments. On avait vu tout à l'heure, on a la relocalisation ou le repli stratégique. Alors, la relocalisation ou le repli stratégique, c'est le dernier recours face à l'avancée de la mer et consiste en un déplacement des biens ou des activités vers l'intérieur donc des terres. Et là, comme je dit, il faut donc revoir la situation en fait du territoire. Et dans ce cas-là, il faut vraiment prévoir des sites de réinstallation, de relocalisation, c'est important. S'il n'y a pas de site de réinstallation, il faut vraiment en prévoir parce que souvent, avec les problèmes de terre, cela peut causer donc des conflits sociaux. Donc, il faut vraiment, quand on veut relocaliser, on ne veut pas relocaliser en fait les gens parce qu'il faut les relocaliser. Parce qu'en général, les gens, quand on veut les relocaliser, il faut tenir compte en fait de leurs conditions sociales. Il faut tenir compte en fait de l'activité. Si ce sont des pêcheurs que tu l'emmènes en terre, au fond là-bas, là, ils font comment? C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué pour nous. C'est pour cela pour faire la relocalisation, mais la réinstallation des gens, il faut vraiment tenir compte de leurs conditions sociales, de leur, voilà, de leur activité, et ainsi de suite. Il y a la surveillance passive. Donc, cela consiste en fait à mesurer de façon régulière l'évolution du trait de côte. Mais cette stratégie, en fait, est évidemment limitée dans le temps et devrait être suivie d'une stratégie de gestion. Voilà, il faut faire le suivi et encore de voir, il y a plusieurs structures qui font le suivi. Hein. Il y a le centre de recherche océanologique qui a son sein donc une direction, disons un service qui fait donc le suivi donc, de telle côte. Il y a l'université qui le fait, notamment le centre de la Terre, nous qui sommes au centre de la Terre. Il y a comme ça, l'IGT qui a un petit département là qui le fait aussi à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est le centre de la Terre, le centre de recherche et puis une partie donc de l'IGT qui fait donc le suivi donc des traits de côte.
Mais comme il est dit, il faut vraiment mettre en place une stratégie de gestion. Voilà, cette stratégie de gestion encore des risques côtiers est très importante et nous sommes en train de travailler au ministère de l'Environnement pour mettre en place en fait cette stratégie de gestion. Alors, ces stratégies donc sont mises en œuvre par les collectivités gestionnaires en fonction des contextes réglementaires, des objectifs de développement et des enjeux à protéger. Les enjeux peuvent être humains, économiques, sociaux ou environnementaux. En Côte d'Ivoire, par exemple, la loi sur la gestion, ou bien la loi qui est relative à l'aménagement, la protection et la gestion du littoral, en fait, nous donne du pouvoir de savoir exactement quels sont ceux qui sont des parties prenantes dans la gestion. Donc, il y a l'État lui-même, il y a les collectivités côtières, donc on parle donc des communes, les collectivités côtières, les communes qui sont donc dans la zone côtière. Il y a les communautés côtières, donc les villages, on a les ONG, et ensuite, à la fin, on a le secteur privé, ceux qui ont des intérêts en fait dans la zone. Donc, c'est tout cela en fait qui doivent collaborer, travailler à la mise en place en fait d'une stratégie, donc, au moins de la mise en œuvre donc, de la stratégie de gestion donc, de la zone côtière. Et on a fait donc un plan d'aménagement et qui fait ressortir en fait tous ceux qui doivent prendre part en fait à la gestion de la zone côtière. Et nous sommes en train actuellement de faire en sorte que ce plan d'aménagement-là et d'action, et ce plan d'aménagement qui est donc qui a été fait et qui a aussi un plan d'action, hein, mais associé à une évaluation environnementale et sociale stratégique, que tout cela en fait soit l'objet donc d'un décret pour que cela donc s'impose en fait aux collectivités et à tous ceux qui, n'est-ce pas, travaillent dans la zone côtière. Voilà. Alors, un élément aussi important, il y a tout ce qui est un outil très important pour la gestion donc, des risques côtiers ou la gestion donc, de la zone côtière, c'est vraiment les AMP. L'AMP, c'est un marine protégé. Monsieur, vous Voilà, avez dit. les AMP de façon... Comment? Mais il n'y a pas bien saisi. J'ai dit un outil de planification, c'est les AMP. AMP. D'abord, vous avez Les aires marines protégées. Voilà. Ce sont des outils, en fait, qui aident les océans à atténuer et à s'adapter au changement climatique. Ça, c'est vraiment au niveau donc de l'océan, mais les AMP, de façon générale, ont une partie terrestre et une partie mer. Mais on sait qu'en fait, les AMP, c'est protéger la biodiversité. C'est pour protéger la biodiversité. Et comme je l'ai dit, elle aide en fait les océans à atténuer et à s'adapter au changement climatique en favorisant les écosystèmes intacts et complexes avec une forte densité, diversité et abondance des espèces. Voilà. Donc, vraiment, c'est une zone qui a été donc, qui est classée, préservée et qui est gérée, donc, qui est gérée par un comité, soit par une gestion stricte, c'est-à-dire que là, on ne fait rien dans cette zone, ou bien on fait une semi-gestion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une période qui est réservée à la pêche, hein, une petite période réservée à la pêche. Les autres périodes sont réservées pour pour laisser l'écosystème respirer, et puis on ouvre un peu une période, et puis on pêche. Mais tout cela, c'est pour, comme je l'ai dit là, permettre à l'océan de s'atténuer, d'atténuer les effets au changement climatique, de s'adapter pour permettre à l'océan de pouvoir revivre, être résilient, reprendre en fait son fonctionnement. Et là, en Côte d'Ivoire, on a une première AMP qui a été créée, donc l'AMP de Grand Bérébi a été créée, mais malheureusement, l'AMP qui a été créée
on a enlevé la partie terrestre. Bon, je dis pas on a enlevé, hein, la partie terrestre a été enlevée. Moi, je n'ai pas encore vu le décret. J'ai demandé le décret. La partie terrestre a été enlevée. Une MP sans partie terrestre, c'est vraiment compliqué parce que il va sans dire que tout ce qui est mangrove, hein, situé à la partie terrestre, il n'est pas pris en compte. Alors que si on veut préserver la biodiversité, il faut tenir compte du fait que les mangroves jouent un rôle très important dans la préservation en fait, de la biodiversité. En enlevant les mangroves, c'est comme si on enlevait pratiquement la moitié du fonctionnement en fait, de l'AMP. Voilà. Et en plus de cela, le comité de gestion n'est pas encore été mis en place. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, c'est à quel moment on classifie une zone dans une aire marine protégée? Comment je n'entends pas? C'est à quel moment on classifie une zone dans une aire marine protégée? Non, il n'y a pas de moment. Ça dépend de ce qu'un gouvernement veut. Le gouvernement, en fonction de ses priorités, dit, moi, je veux créer une aire marine protégée et je la crée en fonction de mes possibilités, en fonction de ce que, de ma politique. En fonction de ma politique, moi, je crée ma MP, et puis c'est tout. Le reste là, voilà. Et puis j'aide à mettre en place un comité de gestion, et puis voilà, on fonctionne. C'est tout. Voilà, en Côte d'Ivoire, il y a d'abord 5 zones qui ont été identifiées. La première zone, quand on parle de l'ouest vers l'est, il y a la frontière avec le Libéria. Là-bas, on doit créer une AMP. Il y a Grand Beribi qui a été donc la première AMP, même si vraiment l'AMP qui a été créée là, la délimitation, moi, ça ne me convient pas du tout. Parce qu'une MP sans partie terrestre, c'est comme si on ne fait rien du tout. On te donne une chaussure, on te dit de porter les 2 pieds, on te donne un seul pied. Là, ça ne fonctionne pas. Et puis, il y a... oui? Je voulais savoir, est-ce que la délimitation, on peut retrouver les coordonnées géographiques de cette délimitation? C'est possible? Oui, quand je vais avoir le décret, j'ai demandé le décret depuis là, les gens, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas donner le décret, mais bon. J'ai demandé le décret au moins pour qu'on sache quelles sont les coordonnées et tout ça. Puisqu'il y a les coordonnées et tout ça, mais il y a beaucoup de choses à faire hein, pour que, par exemple, les bateaux qui circulent là-bas sachent exactement que tel endroit c'est l'AMP, ainsi de suite. Parce qu'il faut mettre des balistes, tout ça, quoi. Voilà, il n'y en a pas. Ça demande des moyens. Bon, quand on veut créer un MP, bon, il y a des choses qu'on met en place d'abord avant de créer. Nous, on met la chaleur, on veut. C'est comme ça nos pays, là. Donc, nous, on fonctionne comme ça. On est fort dedans. Voilà, donc, c'est vraiment ça. Donc, comme je disais, il y a Grand Laou, Grand Beribi, il y a Sassandra Dagbego. Ensuite, il y a Grand Laou, donc à Zani. Et puis, il y a la frontière avec le Ghana. Voilà, ça fait les 5 zones qui ont été identifiées pour pouvoir donc mettre en place l'AMP. Ça va? Okay. Un instant. Tu as vu là-bas? Tu as vu là-bas? Il faut avoir plus de vue. D'accord. Alors, le tourisme, ce qu'on vient de voir, c'était au niveau donc, de la gestion des risques. La gestion des risques. Maintenant, dans l'adaptation au tourisme, c'est vrai que nous, normalement, ce qui nous intéresse, c'est la gestion des risques. C'est ça, non? Oui, monsieur. Voilà, c'est la gestion des risques qui nous intéresse. Nous venons voir tout ce qui est risque. C'est vrai que l'AMP, c'est important pour nous parce qu'à l'intérieur dedans, il y a tout ce qui est protection, mangrove, tout ce qu'on peut faire à l'intérieur, tout ce qu'on peut avoir comme cartographie. Hein, la relocalisation, c'est aussi important pour nous parce que reprise stratégique fait partie d'un code de choses. Ensuite, tout ce qui est accommodation, renforcement du processus naturel, et puis ainsi de lutte contre la lutte active, ainsi de suite. Ce sont donc la gestion, les stratégies de gestion des risques côtiers qu'on met en place. Mais si on veut vraiment travailler à
à la gestion intégrée. Donc, il faut tenir compte en fait du fait qu'il y a le tourisme aussi qui est important. Voilà, le tourisme fait partie en fait comme une gestion intégrée. Je dis comme de la gestion, quand la gestion intégrée, c'est toutes les parties prenantes. Prendre en compte toutes les activités qui se font, la pêche, le tourisme, l'agriculture, la gestion des forêts, tout ce qui se fait en fait dedans, dans la zone côtière. Il faut tenir compte de ça pour faire une bonne gestion. Et chacun apporte sa pierre, ainsi de suite. Alors, en ce qui concerne le tourisme, il faut dire que l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme propose tout un éventail de mesures d'adaptation du tourisme côtier au changement climatique. Et qui seront donc, on a donc, on va en parler, disons, on va présenter quelques mesures d'adaptation qu'ils ont proposées, notamment la protection douce, c'est-à-dire qu'ils disent quoi? Pour pouvoir préserver le tourisme, il ne faudrait pas qu'il y ait perte de terre, donc il faut faire la végétalisation, la forestation, j'ai même écrit des mangroves, lutter contre l'érosion. Pour lutter contre l'érosion, il faut donc faire la gestion des bassins versants, le drainage pour réduire les risques d'inondation. Il faut la protection et la conservation des écosystèmes côtiers pour augmenter leur résilience. Il faut l'amélioration des standards de construction et d'emplacement en infrastructures touristiques. Il faut l'intégration des changements climatiques dans le cadre réglementaire, par exemple à travers donc, les évaluations environnementales d'impact environnementaux pour l'infrastructure touristique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, adaptation encore et la gestion, l'adoption et la gestion intégrée des côtes dans la planification du développement touristique et de l'utilisation du territoire, la réduction de l'empreinte du tourisme sur les coraux, l'amélioration de la gestion de l'eau, la diversification de l'offre touristique pour réduire la vulnérabilité climatique, l'éducation et la sensibilisation face au changement climatique, la préparation aux événements climatiques en collaboration avec les autorités. Donc, c'est vraiment tout cela qui veut qu'on mette en place. Alors, qu'est-ce qu'un tourisme durable? Un tourisme côtier durable. Alors, face à ces enjeux, le concept de tourisme durable a émergé dans les années 1990. Son but est de maintenir le capital naturel tout en garantissant le développement économique et social. Plus récemment, la considération des aspects sociaux et culturels et l'approche participative ont également été incluses dans les objectifs du tourisme durable. Les changements climatiques compliquent l'opérationnalisation du concept du tourisme durable, puisque le capital naturel qui sous-tend s'érode littéralement de manière accélérée et nécessite une réévaluation et adaptation constante. Parce que quand on dit tourisme dans la zone côtière, c'est lié au capital naturel qui est dans la zone côtière. Et comme ce capital est en train de disparaître, vous voyez que cela donc agit sur le tourisme. Donc, comme vous en demandez, c'est de faire une évaluation, réévaluation et l'adaptation constante de cette zone-là. Voilà donc présenter les mesures, donc, n'est-ce pas, les stratégies à mettre en place, notamment, je n'ai pas voulu vraiment entrer dans tous les détails, mais mettre l'accent beaucoup sur tout ce qui est la gestion des risques, et puis bon, on parlait un peu de tout ce qui est tourisme, parce que le tourisme, en fait, est un élément très important à prendre en compte, mais sachez que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la gestion donc, des risques. La gestion des risques, et on a présenté, il y a soit on fait l'action, on met l'action non active, on fait donc la relocalisation, on fait des réinstallations, on fait dans tout ce qui est renforcement de la dune, donc par la mise en place donc, de systèmes donc, de végétation, donc c'est ce qu'on appelle système fondé donc, sur la nature, donc c'est système fondé sur la nature, ou ainsi de suite. Donc, ce sont des choses-là qu'il faut prendre en compte quand on veut faire une gestion en fait, des risques côtiers. Mais la gestion des risques côtiers n'est qu'un pan de la gestion intégrée donc, de la zone côtière. C'est un pan de la gestion intégrée. La gestion intégrée de la zone côtière tient compte de tous les aspects. Tient compte en fait de tous ces aspects géographiques, tient compte de toutes les parties prenantes, tous ceux qui interviennent dans la zone côtière. Voilà, parce que chacun met des activités dans son secteur, mais ce qu'on cherche, c'est que ces activités-là n'empiètent pas sur les autres activités des autres. Voilà donc présenter ce cours sur la gestion et l'adaptation et la résilience au changement climatique dans la zone côtière et la zone marine.
Voilà, donc je ne sais pas si vous avez donc des questions. Il y a des questions? Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, c'est pas une question, Oui, mais le support de cours, on en parle. n'entends pas. Le support de cours, on en parle. J'ai envoyé le support à M. Oufoué depuis la semaine passée, hein, quelque chose comme on a eu le premier coup là. Je lui ai envoyé la demande, je lui ai donné pour qu'il mette ça sur la plateforme. Demandez-lui. D'accord, monsieur. Voilà, j'ai pensé que bon, il vous a averti pour que vous puissiez les avoir. Non, non, pas encore. On va essayer d'aller télécharger. Voilà, sinon j'ai envoyé ça depuis qu'on a eu le premier coup là. J'ai envoyé ça. D'accord, monsieur. Donc, vous regardez. Alors, ce qu'on va faire, c'est que un élément important il faut retenir, les deux éléments importants, c'est l'évaluation. Comment on fait l'évaluation encore de la vulnérabilité? C'est un élément important parce que pour mettre en place une stratégie d'adaptation, la première des choses à faire, comme on dit, c'est de faire l'évaluation. Vous allez faire l'évaluation. Parce que l'évaluation va aboutir à quelque chose. Donc, ce que je vais faire, je vais vous donner, par exemple, un petit test dans la compo, un petit test. Oui. Je vais vous demander donc d'évaluer, de faire l'évaluation. Donc, vous allez sortir les éléments qui composent les différentes parties de l'évaluation de la vulnérabilité. Je vous dis en même temps comment vous allez faire. D'accord, monsieur. Et puis ensuite, à la fin, quelle est la stratégie ou quel est le plan d'action que vous mettez en place en fonction donc, des différentes comment dire, les différentes parties ou les différents objectifs que vous tirez ou bien les différentes, comment dirais-je, solutions que vous mettez en place à partir donc, de ce que vous avez comme révélé dans la zone comme problème. Voilà, c'est pour vous amener vraiment à savoir comment on fait l'évaluation et ensuite quelle est la solution qu'on apporte. Parce que quand on dit par exemple qu'il y a donc des personnes qui sont affectées dans un endroit donné, donc la solution c'est quoi? Si les personnes qui sont affectées, qu'est-ce qu'il faut faire pour leur résilience? Monsieur, s'il vous plaît, répétez la question, s'il vous plaît. J'ai dit, si on a par exemple dans un endroit donné, on a des personnes qui sont affectées par une solution, disons par une inondation par exemple. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous, en même temps que vous faites l'évaluation, en même temps que vous donnez la solution, ce qu'il faut mettre en place comme solution pour pouvoir régler le problème. D'accord. Ouais, non? Oui, voilà. oui. En fait, ce qu'on met comme action, c'est arriver, ce qu'on met comme action, en fait, rentre dans le cadre de la stratégie et le plan d'action. Comme vous voyez, si vous avez donc évalué, par exemple, pour dire que les gens sont sur les caniveaux, par exemple, quel plan d'action mettre en œuvre pour que les gens ne soient plus affectés par l'aléa, par exemple? Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Quelle action vous mettez en œuvre? Les gens ont construit dans les zones, par exemple, dans les bas-fonds, sur les caniveaux. Quelle action vous mettez en œuvre? Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour régler ce problème-là de résilience? Ou bien pour permettre aux gens de s'adapter? Pour ça, Oui. déjà, il faut commencer par une sensibilisation. Voilà. Et puis maintenant, si possible, les délocaliser si les activités ne sont pas liées directement au bas-fond ou au cours d'eau. C'est la solution que là tu trouves. Les gens sont dans un bas-fond. Oui, ils sont dans une zone, un endroit à risque. Oui. On a dit quoi? On a dit quoi dans le cadre de l'adaptation? Déjà? La précaution, adaptation. C'est le fait de trouver des solutions sans que les gens ne quittent leur lieu de vie, en fait. Donc, vous mettez les gens dans les bas-fonds là, et puis vous trouvez quelle solution? Monsieur, on peut réaménager l'espace. La première chose à faire, c'est de les déguerpir. Si vous avez sensibilisé les gens, que vous avez trouvé un espace, vous le déguerpissez. Parce que, attends, quand il va avoir des aléas, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais est-ce que vous allez avoir sur la conscience
la mort des gens. Non, professeur. Vous trouvez un endroit et l'action que vous mettez est sensibilisée sur l'aléa auquel ils font face, les difficultés ou bien le danger auquel ils sont confrontés. Et ensuite, les inviter à sortir en leur donnant des alternatives, en leur proposant des alternatives. C'est ça. En leur proposant des alternatives. Bon, voilà les endroits qu'on va trouver. Hein, allez-y, on va vous aider donc à vous installer, ainsi de suite, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Dans les précautions, on fait quoi? Vous allez circonscrire ces zones-là pour ne pas que d'autres personnes viennent s'installer. C'est ça. Voilà. Vous circonscrivez les zones-là pour ne pas qu'ils viennent s'installer. Donc, vraiment, ce sont ces actions-là, en fait, qu'il faut prendre quand on met en place une stratégie. Gestion des territoires. Comment? Et ça rejoint aux communautés, les mairies, donc la gestion des Voilà, territoires. mais voilà, justement. C'est-à-dire que quand on finit de mettre la stratégie, on va inviter en fait toutes les parties prenantes à valider cette stratégie et puis chacun en fonction donc, de ses prérogatives va donc mettre en œuvre une action, ainsi de suite. Parce que l'action, quand on liste l'action, il y a quel organisme qui s'en occupe? En fait, quel est le financement? Vous voyez, non? Il y a des activités qui vont revenir à l'État. C'est la structure qui est chargée donc de la gestion, hein, qui reprend l'État dans la gestion. Il y a des activités qui vont revenir en fait comment on appelle ça, à la mairie, ainsi de suite, aux ONG, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est vraiment, je vais vous chercher un test et puis ensuite, vous allez donc essayer donc de un peu faire ressortir, voilà, votre... Comment est-ce que vous comprenez qu'on dit adaptation, il faut commencer par une évaluation de la vulnérabilité, ensuite de suite, une fois qu'on a sorti tout ces problèmes-là, on a identifié ceux qui sont touchés, on a sorti les aléas, ceux qui sont vulnérables, ainsi de suite. Maintenant, quelle est la solution? La solution, c'est le plan d'action qu'on met en place pour résoudre le problème. C'est bon, non? Oui, c'est bon, c'est bon, monsieur. D'accord. OK, d'accord. Donc, je pense que demandez à M. Fou, il va vous donner, disons, il va vous dire exactement où est-ce qu'il l'a mis pour que vous puissiez les télécharger, les documents. Monsieur, je voudrais savoir quelque chose. Oui. C'est pas un peu drastique de donne des guépis, ces gens dans un site. Après, Oh, je n'entends pas bien. J'entends les échos là. Oui. C'est pas un peu drastique de faire des guépis ces personnes-là après sensibilisation. Est-ce que ça Oui, va pas moins oui, c'est ce qu'on appelle en général le dialogue social. C'est-à-dire qu'il faut les rencontrer. Il faut les faire comprendre en fait eux-mêmes. Hein? Il faut les faire comprendre en fait le risque qu'ils encourent. Ensuite, eux-mêmes, à un moment donné, comprennent que là où ils sont vraiment, ils sont en danger, ils sont vulnérables. Et elle peut prendre elle-même la résolution de dire, ah, on veut quitter. Mais à un moment donné, c'est ce qui s'est passé à Djoufou là. À un moment donné, l'État prend ses responsabilités pour dire, vous quittez. Voici un endroit, je vous ai trouvé, allez-y. Parce que là, on ne veut pas avoir sous la conscience des morts. On dirait que l'État n'a rien fait du tout. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut permettre aux gens de partir. Et c'est ce que l'État, normalement, doit faire. Si les gens ne veulent pas partir, je pense que l'État prend ses responsabilités et puis, bon, il fait partir les gens. C'est ce qui s'est passé à Djoufou. Voilà. Sinon, on met un dialogue social. Et on discute avec les gens pour les amener à comprendre la vulnérabilité, le risque qu'ils encourent, et puis au fur et à mesure, même prendre la décision des partis pour les accompagner. Monsieur, mais est-ce que pour ce genre de cas-là, le volet humain, c'est-à-dire la vie humaine et le volet économique ne sont pas pris en compte? C'est-à-dire, est-ce que l'État ne va pas chercher à minimiser les dépenses et puis en plus préserver la vie des gens en peut-être réaménageant l'espace de sorte à ce que les gens puissent continuer à vivre Qu'est-ce que j'ai dit? un risque? J'ai dit dans tout? Je dis, quand on veut faire, quand on voit que protéger devient très cher à l'État, et qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait? On les déguerpit quand même. On les déguerpit, il faut les déguerpir. D'accord, monsieur. Voilà, il faut les déguerpir. Il est préférable en fait de déguerpir les gens
de trouver un endroit. C'est quand vraiment c'est coincé. Bon, de toute façon, on fait, comme on dit, on pèse le pour et le contre. Comme on dit, c'est pour ça qu'on dit, on fait coût-bénéfice. On fait analyse coût-bénéfice. Quel est le coût engendré si on déplace les gens? Quel bénéfice combien ça on peut avoir si on maintient les gens sur le plan économique? Donc, on fait donc une analyse du coup le compte donc, de ces actions. Et puis, bon, on prend des décisions. Merci beaucoup, professeur. Voilà, on prend des décisions. OK, d'accord. Allez. Merci beaucoup. Et puis, allez, bon après-midi et bon appétit à vous. Bon week-end à vous. Ok, Voilà. merci. Merci.